Dis papa, pourquoi ce sont des serveurs Linux qui tournent dans le cloud ? On sait maintenant pourquoi Linux. Reste à comprendre pourquoi le cloud. L'idée de vendre de la puissance de calcul comme l'électricité, on ouvre le robinet, on consomme, on paye, elle date de 1961. Mais entre l'idée et la réalité, il a fallu 40 ans, quelques échecs spectaculaires et un libraire en ligne que personne ne voyait venir. C'est cette histoire, celle des pionniers du cloud que je vous raconte aujourd'hui. Alors dis papa, pourquoi les serveurs dans le cloud, ils sont tous sous Linux ? Aujourd'hui, épisode 6, l'ultime frontière. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormack. On commence par une scène d'ambiance, le MIT 1961, lors des célébrations du centenaire de l'université. Un professeur de 33 ans, John McCarthy, l'homme qui a inventé le terme intelligence artificielle 5 ans plus tôt à la conférence de Dartmouth, prend la parole devant un parterre de scientifiques. Sa phrase est visionnaire. If computers of the kind I have advocated become the computers of the future, then computing may someday be organized as a public utility, just as the telephone system is a public utility. Si les ordinateurs que j'entrevois deviennent une réalité dans le futur, alors l'informatique pourrait être organisée comme un service public, juste comme le téléphone est un service public. En 1961, un ordinateur coûte des millions de dollars et occupe une salle entière. McCarthy imagine un monde où la puissance de calcul serait distribuée comme l'eau ou l'électricité. On ouvre le robinet, on consomme, on paye à l'usage. Une idée folle pour l'époque. 2 ans plus tard, le 23 avril 63, c'est le directeur du bureau de recherche en Command and Control à l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency, qui s'appelle Monsieur Licklider, rédige un mémo devenu légendaire lui aussi. Son destinataire, les membres et les affiliés du réseau informatique ARPA, le réseau informatique intergalactique, rien que ça. Dans ce mémo, Licklider décrit sa vision d'un réseau mondial d'ordinateurs interconnectés, capable de partager des données et de la puissance de calcul. Il pose les fondations conceptuelles de ce qui deviendra l'ARPANET et puis plus tard Internet. Ces deux visionnaires ont planté les graines. Mais il faudra attendre 40 ans pour que la technologie rattrape l'imagination. Et quand elle le fera, ça ne sera pas sans quelques échecs spectaculaires. D'abord, Sun Microsystems, fondé en 1982 par Scott McNealy, Andy Berstolstam, Vinod Kolsha et Bill Joy. Sun vient du mot Standard University Network. Il avait un slogan qui résonne encore aujourd'hui. The network is the computer. Le réseau, c'est l'ordinateur. C'est littéralement la définition du cloud computing formulée 20 ans avant qu'Amazon ne lance C2. En février 2005, Sun annonce le Sun Grid, une grille de calcul accessible au public, facturée $1 par CPU et par heure. Le concept est révolutionnaire, c'est de l'utility computing, exactement ce que McCarthy avait imaginé en 61. Le service s'appuie sur une ferme de 3000 CPU utilisée en interne par Sun depuis plus de 10 ans pour la recherche et le développement, avec un taux d'utilisation revendiqué de 97%. Le lancement officiel a lieu le 20 mars 2006. Et la catastrophe, dès le premier jour, le service de démonstration, qui est un outil text-to-speech qui permet de convertir des blogs en podcasts, est frappé par une attaque de déni de service. Sun doit improviser un système d'inscription en urgence pour contourner l'attaque. La directrice senior de l'utility computing chez Sun confirme l'incident à la presse. Mais le vrai problème du Sun Grid, c'est pas le DDoS, c'est qu'il exige Solaris comme système d'exploitation. En 2006, le monde est en train de basculer, a déjà basculé vers Linux. Les développeurs ne veulent pas de Solaris. Et le Sun Grid ne décollera jamais. 17 octobre 2006, Sun récidive et dévoile le projet Blackbox. Blackbox, c'est un data center complètement logé dans un container maritime standard de 6 mètres. Donc 8 pieds de large, 8 pieds de haut, 20 pieds de longueur, 6 mètres en unité métrique. À l'intérieur, des racks de serveurs, le refroidissement, l'alimentation électrique, tout y est. Prix de départ annoncé $1 million, disponibilité commerciale prévue pour le second semestre 2007. Et l'idée est brillante parce que au lieu de construire un data center en 18 mois, on vous livre un container par camion, vous branchez le container sur le parking, c'est modulaire, c'est transportable, c'est déployable n'importe où. Le concept sera rebaptisé un peu plus tard le Sun Modular Data Center, Sun MD. Mais en 2006, personne ne sait encore qu'ils ont besoin d'un data center portable. Le marché n'est pas prêt et le projet Blackbox restera une curiosité technologique.
2 unités seront utilisées par le Stanford Linear Accelerator Center, mais l'adoption commerciale sera quasi nulle. Et puis le drame de Sun, c'est d'avoir eu raison trop tôt, d'avoir misé sur les mauvaises technologies pour concrétiser sa vision. Sun a parié sur Solaris et Spark quand le monde choisissait Linux et Intel. Je m'en souviens parce que je travaillais chez Sun. Mon premier projet Java en entreprise, c'était pour créer une application d'e-banking dans une applet Java qui tournait sur le poste du client. On développait sur Solaris dans des terminaux avec VI et Make. Pas d'IDE à l'époque, pas d'interface graphique. Sun était partout, dans les banques, dans les télécoms. Ça semblait indescriptible. Mais ça ne l'était pas. Parce qu'au sommet de la bulle Internet en 2001, Sun affichait un chiffre d'affaires d'environ 18 milliards de dollars. Mais après l'éclatement de la bulle, les ventes de matériel s'effondrent, les clients ferment boutique, les revendeurs revendent aux enchères leurs serveurs haut de gamme sur eBay. En 2007-2008, le chiffre d'affaires tombe à 13 milliards de dollars. Le premier trimestre 2008 affiche même des pertes. L'action perd 80% de sa valeur entre novembre 2007 et novembre 2008. Et il réduit la capitalisation boursière à 3 milliards de dollars. Sun annonce le licenciement de 5 000 à 6 000 employés, soit 15 à 18% de ses effectifs. Avril 2009, Oracle annonce le rachat de Sun pour 7 milliards de dollars, 5 milliards nets une fois qu'on enlève le cash et les assets. L'opération est finalisée un an plus tard, en janvier 2010, et Sun Microsystems cesse d'exister. Et l'ironie est cruelle, parce que Sun a inventé Java, a inventé NFS, le Network File System, ZFS, D-Trace, ils ont acheté VirtualBox, MySQL. MySQL a été racheté pour 1 milliard de dollars en 2008. Chacune de ces technologies est aujourd'hui omniprésente dans le cloud. Sun avait toutes les pièces du puzzle, mais n'a jamais réussi à les assembler. Et pendant que Sun s'épuisait à vendre du matériel, un ancien cadre d'Oracle, lui, avait une idée radicalement différente. Et si on vendait du logiciel sans logiciel ? C'est Marc Benioff qui quitte Oracle en 99. Il a 34 ans. Il est devenu le plus jeune vice-président de l'histoire d'Oracle, à seulement 26 ans. Il est en congé sabbatique et une idée le consume. Pourquoi les entreprises devraient-elles acheter des logiciels coûteux, les installer sur des serveurs non moins coûteux, les maintenir, les mettre à jour ? Pourquoi ne pas simplement y accéder avec un navigateur web ? Et le 8 mars 99, la date officielle retenue par les fondateurs, Benioff lance Salesforce depuis son appartement à San Francisco avec 3 ingénieurs, Parker Harris, Dave Molenhoff et Frank Dominguez. Leur premier produit, c'est un CRM, un Customer Relationship Management, hébergé, accessible uniquement avec un navigateur, facturé environ $50 par utilisateur et par mois. Ça semble normal à l'époque, mais c'était révolutionnaire. Le coup de génie de marketing de Benioff, c'est le logo No Software. Le mot software barré d'un cercle rouge comme un panneau d'interdiction. C'est une déclaration de guerre frontale contre Oracle, SAP, Siebel et tous les éditeurs logiciels d'entreprises traditionnelles. Salesforce est le premier véritable SaaS, le Software as a Service d'entreprise. Il n'y a pas de CD-ROM, pas d'installation, pas de serveur à gérer, juste un navigateur et une connexion Internet. Le modèle multitenant, tous les clients partagent la même infrastructure, permet des économies d'échelle massives et Salesforce prouve qu'on peut vendre du logiciel d'entreprise sans jamais livrer du logiciel aux entreprises. Donc Salesforce a montré que le logiciel pouvait vivre dans le cloud. Mais pour que le cloud existe vraiment, il fallait que quelqu'un construise aussi l'infrastructure. Et cette infrastructure allait naître dans un endroit tout à fait inattendu. Là, on est en 2003 chez Amazon. Un ingénieur nommé Benjamin Black vient d'être promu responsable de l'ingénierie du site web. Il rédige un court document interne qui décrit une vision pour l'infrastructure d'Amazon, une infrastructure complètement standardisée, complètement automatisée et qui dépend massivement sur des web services, comme on disait à l'époque, des API, pour des services comme le stockage. À la fin du document, il mentionne la possibilité de vendre des serveurs virtuels comme un service à l'extérieur de la société. Son manager s'appelle Chris Pinkham. Il est intrigué, mais Pinkham, il s'apprête à rentrer dans son pays natal, l'Afrique du Sud. Et Amazon lui propose un deal, garde ton poste, mais travaille depuis Cape Town. Et Pinkham accepte, il déménage avec sa famille à Cape Town, comme il avait prévu de le faire, et il monte une petite équipe d'ingénieurs au Cap pour transformer cette vision en réalité. Et c'est ainsi que le service qui va révolutionner l'informatique mondiale est développé non pas dans la Silicon Valley, mais à Cape Town, en Afrique du Sud. 14 mars
2006, le jour de Pi, 3.14, si on prononce la date à l'américaine, Amazon lance Amazon Simple Storage Service, ou S3. C'est le premier service AWS accessible au grand public, du stockage objet, accessible via une API web, facturé à l'usage. C'est simple, c'est élégant et c'est révolutionnaire. Parce que S3 résout un problème fondamental. Comment stocker des données de manière fiable, sécurisée et évolutive sans gérer soi-même des serveurs de stockage. 5 mois plus tard, en août 2006, il y a 20 ans, Amazon annonce la bêta publique limitée d'Amazon Elastic Compute Cloud, EC2. L'accès se fait par ordre d'arrivée, premier servi. Et l'offre est spartiate, c'est le moins qu'on puisse dire à l'époque. Il n'y a qu'un seul type de machine virtuelle, le M1 Small, avec un CPU, 1.7 Go de RAM, 160 Go de stockage local. Une seule région, US East, en Virginie du Nord, pas de SLA, d'accord de niveau de service. Le prix est simple, 0,10 $ par heure, 10 centimes de dollars par heure. La technologie de virtualisation est l'open source Xen sous Linux et l'OS supporté, c'est Linux uniquement. C'est rudimentaire, mais c'est exactement ce que McCarthy avait imaginé en 1961, de la puissance de calcul à la demande, facturée à l'usage, comme un service public. Les grandes entreprises regardent ces deux avec méfiance. Pas de SLA, un seul data center, pas de support pour les entreprises, non, c'est impensable. Mais les startups, elles comprennent immédiatement. Plus besoin de lever des fonds pour acheter des serveurs, plus besoin de deviner sa capacité à l'avance. On lance, on teste, on scale, ou on éteint tout si ça marche pas. Et EC2 démocratise l'accès à l'infrastructure informatique. Alors EC2 promet l'élasticité, mais en avril 2008, une petite start-up va mettre cette promesse à l'épreuve de manière spectaculaire. Animoto. C'est une petite start-up lancée en 2007. Son produit, vous uploadez des photos, vous choisissez une musique et l'application génère automatiquement un clip vidéo professionnel. On est en 2007, il y a presque 20 ans. C'est séduisant, mais chaque vidéo demande une puissance de calcul considérable. L'application tourne sur Amazon, EC2, S3, SQS. En fonctionnement normal, Animoto utilise environ 50 virtual machines EC2 pour servir ses 25 000 utilisateurs. Et puis en avril 2008, Animoto lance son application Facebook. Et l'effet est immédiat et dévastateur. 25 000 nouveaux utilisateurs par heure. En 3 jours, 750 000 nouveaux inscrits. Animoto passe de 50 à 3500 machines virtuelles en 3 jours. Pas en 3 mois, pas en 3 semaines. 3 jours. C'est le moment fondateur du cloud computing. Parce que la promesse abstraite de l'élasticité devient tangible. Une start-up de quelques personnes peut absorber un pic de trafic qui aurait mis à genoux n'importe quelle infrastructure traditionnelle, sans acheter un seul serveur, sans signer un seul contrat, sans appeler un seul commercial. L'histoire d'Animoto fait le tour de la Silicon Valley. Jeff Barr, le chief evangelist d'AWS, documente sur son blog officiel cette histoire. Ça devient le cas d'école, la preuve vivante que le cloud n'est pas un concept marketing, c'est une révolution opérationnelle. Le même mois, en avril 2008, Google lance aussi le App Engine en preview. C'est le premier PaaS, plateforme as a service, d'un géant du web. La promesse, c'est vous déployez votre application web sur l'infrastructure de Google et Google gère tout, le scaling, les serveurs, la base de données. Mais Google fait des choix assez restrictifs. Un seul langage de programmation, Python, des API propriétaires, le data store utilise GQL, Google Query Language, pas SQL, pas de jointure, pas de base de données relationnelle, environnement sandboxé, pas d'accès au système de fichiers, pas de socket, pas d'extension C, et un lock-in quand même assez fort parce que migrer une application hors de App Engine à l'époque est quasiment impossible. Les développeurs sont séduits par la puissance de l'infrastructure Google, mais inquiets du verrouillage. Le magazine Ars Technica titre Google App Engine will be hard to escape, ça sera dur de s'échapper. Et le framework Mako, le moteur de template Genshi, ne fonctionne pas dans le sandbox. Donc la communauté Python passe des jours à adapter ses outils pour App Engine. Mais App Engine pose une question fondamentale qui entra le cloud pendant des années. Commodité contre liberté. Plus le service est managé, plus il est facile à utiliser, mais plus il est difficile d'en sortir. Donc en 2008, les pièces sont en place. Amazon a prouvé que l'infrastructure à la demande fonctionne, Salesforce a prouvé que le logiciel peut vivre dans le cloud, et Google a montré que même les plateformes applicatives
peuvent être dématérialisés. Et puis Sun Microsystems, le visionnaire tragique, a montré ce qui arrive quand on a la bonne vision, mais la mauvaise exécution. Mais tout cela n'est qu'un prologue, car une question reste en suspens depuis le début de cette série. Pourquoi est-ce que c'est Linux et pas Solaris, Windows ou BSD qui fait tourner le cloud ? Et la réponse tient dans un mouvement de pendule vieux de 70 ans entre centralisation et distribution, entre propriétaire et ouvert. Un mouvement qui relie les mainframes IBM des années 60 aux data centers d'Amazon aujourd'hui. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain et dernier épisode. La boucle est bouclée. Ça sera vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.